Bonjour, et ben merci pour ces belles introductions que nous ont faites tout le monde. Je pense que ça plante assez bien le décor. Donc nous, on va faire un petit peu cette présentation à deux voix avec Frédéric. Moi, je vais plutôt vous présenter les aspects quantitatifs, l'aspect plutôt santé publique et données de la littérature. Et puis Frédéric va vous parler des aspects socio-anthropologiques de la question. Et moi, dans ce qui concerne ma présentation, je vais plutôt commencer et terminer. Sur la partie internationale, j'ai choisi une méthodologie assez simple. J'ai récupéré toutes les revues de la littérature et méta-analyse. On commence à en être maintenant à un point où il y a beaucoup de littérature. Et donc, je me suis appuyée sur ces compilations d'articles qui sont le plus haut niveau de preuve. Donc, j'ai vraiment sélectionné que du niveau de preuve très élevé. Et puis, pour la partie française, évidemment, on est au début des données françaises. Donc, pour le coup, je vous présenterai les données de l'essai randomisé français. Donc, depuis les années 90, aux États-Unis, les directives anticipées les mesures d'anticipation en psychiatrie sont répandues dans le monde. Donc là, c'est une carte qui représente les différents endroits dans lesquels il y a une législation, un cadre législatif qui existe. On a commencé à voir la diversité un petit peu des outils, mais là, il y a aussi une diversité très importante des cadres légaux qui encadrent ces différentes pratiques. Sachant, donc cette diversité, elle est très importante. Pour les États-Unis, il n'y a qu'une seule petite pastille, mais même à l'intérieur des États-Unis, il y a à peu près autant de législation que d'États. Et au Royaume-Uni, la législation sur le Pays de Galles n'est pas la même que celle sur l'Écosse. Donc on remarquera qu'en France, il n'y a pas encore de loi. Donc je pense qu'on est là aussi vraiment pour poser cette question de pourquoi il n'y a pas encore de loi en France, sachant évidemment que ce n'est pas parce qu'il y a une loi qu'il y a une mise en pratique, mais je crois aujourd'hui qu'on en est là. Donc effectivement, il y a une différence entre les lois et les pratiques, et la première revue de la littérature que j'ai sélectionnée, c'est une des premières revues de la littérature qui a été faite sur le sujet. Elsa nous l'a rappelé, donc c'est une revue de 2008, et cette revue de Claire Anderson, elle nous présente un petit peu la diversité des outils. Qu'est-ce que c'est tous ces outils qu'on met ensemble ? Ils ont des objectifs différents. Parfois, ils impliquent les équipes. Parfois, ils ne les impliquent pas. Parfois, ils sont opposables. Parfois, ils ne le sont pas. Parfois, il y a toute une typologie qui est difficile à faire. Et finalement, Claire Anderson, elle nous dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une continuité, finalement, une tension ? Donc, d'une part, certains outils qui ne seraient que des directives anticipées pures, qui seraient vraiment axés dans le droit et qui ne seraient que des traitements de préférence, par exemple les directives d'Ulysse. Et puis de l'autre côté, plutôt des plans de crise, des plans de rétablissement. Et on pourrait imaginer des formes pures de chacun de ces dispositifs, des directives sans plan de rétablissement et des plans de rétablissement sans directive anticipée. Mais finalement, tout ça, ça coexiste et il y a une certaine cohérence à l'intérieur de ça. Et 15 ans plus tard, donc on reviendra vraiment sur les enjeux sémantiques, vous l'aurez compris, il y a toute une complexité, et on a la première table ronde de la journée qui va revenir sur ces enjeux. 15 ans plus tard, cette revue de la littérature, donc qui vient de paraître cette année, reprend un petit peu cette idée du contenu en disant bon, les pratiques ont proliféré, il y a de plus en plus d'outils qui existent. Finalement, on a moins de formes pures, on a des formes de plus en plus mixées, puisqu'il y a une vraie continuité entre le fait de réfléchir et de penser son rétablissement et le fait de dire qu'est-ce qui est bon pour moi à tel moment, au moment de ma crise. Donc cette continuité, elle fait que ces formes se mixent. Et finalement, on retrouve un certain nombre de domaines avec des spécificités. Il y a certaines directives qui intègrent, par exemple, la question de l'électroconvulsivothérapie, par exemple, quand d'autres ne l'abordent pas du tout. Donc, il y a plus ou moins de degrés. Mais voilà, il y a un certain nombre de domaines qui reviennent et qui sont identifiés. Et puis, cette revue de la littérature, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle remet en question un certain nombre d'a priori, puisqu'elle analyse qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces directives. Et finalement, on se rend compte que finalement, il y a très peu de personnes qui refusent tout traitement. On voit aussi que les directives, la plupart du temps, elles sont compatibles avec les standards de la pratique. Parce qu'il y a des idées reçues comme ça, et la plupart des fois où il y a des cas éthiques qui sont des cas, la plupart du temps, fictifs dans la littérature. Donc il y a beaucoup d'a priori et de craintes par rapport à qu'est-ce que ça peut être ces directives. Et quand on regarde avec le recul qu'on a, qu'est-ce qu'il y a dans ces directives, la plupart du temps, on se rend compte qu'elles sont cohérentes, qu'elles sont pertinentes cliniquement.
Donc le terme de directive s'est imposé progressivement, hein, et on parle de directive anticipée, d'où le fait que, vu que je parle de la littérature internationale, je récupère aussi ce terme-là. Donc tous ces différents dispositifs, ils sont analysés ensemble dans la littérature. Il y a une forte cohérence entre ces différents dispositifs et ils sont analysés ensemble. On a ici une revue de la littérature qui compare un petit peu les systèmes qui ont pour objectif de faire baisser la contrainte. Et cette revue de la littérature, elle identifie les directives anticipées psychiatriques comme étant, donc à l'époque, la plus evidence-based, enfin je veux dire celle où il y avait le plus haut niveau de preuve de réduction de la contrainte. Ça a été confirmé par une revue de la littérature de 2020 qui apparaît pas là, je ne sais pas pourquoi le copier-coller n'a pas marché. C'est une revue parapluie de l'équipe de Graham Thornycroft qui arrive au même résultat, c'est-à-dire qui identifie vraiment les directives anticipées, qui sont ce système assez simple, hein, dont on parle depuis le début de la matinée, comme étant l'outil qui permet de plus réduire les hospitalisations sous contrainte en psychiatrie. Et ce résultat, il est vraiment très important. On en a déjà parlé, les hospitalisations en psychiatrie, on a une marge de progression très importante en France. On est vraiment dans le quart supérieur des pays qui hospitalisent le plus sous contrainte. Et en plus, ça a des impacts extrêmement délétères sur les personnes. Donc, toute l'importance du sujet, elle est aussi sur cette efficacité de ces mesures sur l'hospitalisation en psychiatrie. Quand on se centre, donc avec une méta-analyse de Molyneux en 2019, et qui a estimé que tous ces différents types de directives permettaient une réduction de 25% des hospitalisations sous contrainte. Et cette revue de la littérature et méta-analyse, elle permet de mettre en évidence aussi que les mesures qui marchent le mieux, c'est celles qui sont le plus intensives, celles où il y a le plus d'implication, celles où il y a de la facilitation, c'est-à-dire où il y a un tiers extérieur qui va venir vous aider à remplir ces directives. Ce qui est très bien montré dans cet article. Une dernière revue de la littérature qui est aussi sortie en 2022 fait un petit peu le point de vue sur le point de vue des personnes concernées, montre qu'il y a un intérêt qui est très fort, je crois qu'on l'a déjà vu avec les différentes interventions des personnes concernées, il y a un intérêt qui est très fort des familles, il y a aussi une très forte satisfaction. Il n'y a pas de revue de la littérature là-dessus parce que c'est plus difficile de mettre en évidence, mais les usagers mettent en évidence le contrôle, la reprise de pouvoir d'agir, et puis la meilleure communication avec la famille, meilleure communication avec les soignants, un plus grand respect. Il y a tout un tas d'indicateurs positifs qui sont relevés par les personnes concernées, après avoir rempli leurs directives. Il faut voir que les usagers ont vraiment une préférence pour des directives qui soient contraignantes, c'est-à-dire qui s'opposent, dont l'équipe médicale doit se conformer à ces directives. Même si finalement dans le monde c'est assez peu répandu et que même dans les pays pour lesquels les directives sont contraignantes, comme pour la fin de vie, il y a toujours des possibilités de faire des dérogations. Ça montre vraiment en quoi ces directives elles permettent d'impliquer l'entourage de manière positive dans les soins de la personne. Donc malgré le fait que ces directives sont éthiques, qu'elles sont plébiscitées par les usagers, qu'elles sont efficaces, elles sont pour autant assez peu répandues. Et c'est l'objet de plusieurs analyses de la littérature. Et c'est aussi pour moi l'occasion donc de laisser la parole à Fred. Donc là, c'est une des revues de la littérature qui aborde ce sujet, mais dans la revue de la littérature de Brown en 2022, c'est aussi des choses qui sont abordées. Donc on va voir ce sujet un petit peu plus en profondeur, puisque vu qu'on parle de diffusion des pratiques, c'est important de comprendre ce point-là. Les résultats très positifs des DAP, elles sont aussi le fait d'un travail de conviction qui est effectué au quotidien par les porteurs de ces dispositifs. La littérature scientifique comme les expériences de ces porteurs, et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, permettent de mettre en lumière les principaux freins au développement des directives anticipées en psychiatrie. Ces freins sont loin d'être des obstacles insurmontables et leur identification facilite la mise en œuvre des directives anticipées en psychiatrie. Le premier frein, qu'on évoque peu dans la littérature, mais qu'on va évoquer tout à l'heure dans une table ronde, n'est pas spécifiquement abordé dans la littérature. Il concerne la sémantique. C'est un débat très français.
Et la sémantique et l'interprétation psychiatrique de cette sémantique. Le terme de directive anticipée en psychiatrie, qui est la catégorie générique, on l'a dit, dans la littérature internationale, serait du point de vue d'une partie des psychiatres inapproprié, mortifère, porteur d'une vision négative de pathologies psychiatriques les associant à la fin de vie. Le terme de directive anticipée provoque chez ces psychiatres un jeu d'écho morbide. Cette même sémantique est néanmoins particulièrement plébiscitée par les usagers qui voient une occasion de faire entendre leur voix auprès des professionnels de santé et de la psychiatrie. Sur les 400 personnes qui ont été rencontrées au cours de l'étude de directive anticipée incitative en psychiatrie, aucun usager n'a remis en cause cette dénomination. L'interprétation analytique peut même conduire à des quiproquos. Un médecin psychiatre qui était réticent à la mise en œuvre des DAP raconte ainsi « J'ai reçu un courrier d'un patient adressé personnellement sur des directives anticipées. Le seul problème est que je n'ai jamais rencontré cette personne, qu'elle n'est pas connue de mes services, donc si j'étais psy, je dirais « cette personne me fait une demande de soins ». La rédaction des DAP peut être interprétée comme une demande de soins adressée aux médecins psychiatres. Je vous rassure, cette interprétation, elle n'est pas majoritaire, mais elle a émergé et il me semble important de le signifier pour rappeler le contexte dans lequel se déploient les directives anticipées en psychiatrie aujourd'hui. Par ailleurs, le regard professionnel sur les usagers reste toujours empreint de représentations négatives associées à la maladie. Un infirmier critiquait par exemple le processus de disqualification que la maladie impose aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques, y compris à l'intérieur des établissements psychiatriques. Il me disait, parce qu'un patient en psychiatrie, c'est pas mon propos, mais il est définitivement débile, inscrit dans une maladie, donc à aucun moment son discours ne peut être entendu. À partir du moment où il est diagnostiqué, c'est de la merde, c'est foutu. Tout ce qui pourra sortir de sa bouche, c'est empreint de maladie mentale. Les directives anticipées viennent justement contrebalancer la possible violence des soins et la symétrie de relations en engageant à une démarche plus partenariale entre professionnels et usagers. Les professionnels de santé sont d'ailleurs pour la plupart curieux et de bonne volonté en matière de souhaits des personnes. Ils ont noté à ce titre que leurs demandes ne sont pas déraisonnables, on l'a vu dans la littérature, bien au contraire. Mais je vais revenir aux principaux freins au déploiement des DAP. Du point de vue des professionnels de santé, en particulier des psychiatres, la mise en œuvre des directives anticipées résonne avec des craintes des praticiens en matière de responsabilité juridique quant aux souhaits des patients ou des usagers. Craintes relatives à la responsabilité juridique du médecin dans un contexte de judiciarisation des soins. Craintes de poursuite, mais aussi craintes concernant un possible antagonisme entre logique des soins et logique usagère. Ces craintes peuvent par ailleurs recouvrir des réserves quant à un possible rétrécissement de l'autonomie du médecin, voire à l'éventuelle double contrainte entre logiques contradictoires. Un médecin psychiatre, chef de service, résumait ces difficultés en disant « Quand j'entends que les psychiatres doivent écouter les patients, oui, les médecins doivent écouter les patients, mais leur obéir, non. Moi, je suis moins libre qu'un cardiologue dans le désengagement par rapport aux soins. Un patient se balade à poil au milieu de la rue, on me l'amène. Je ne suis pas aussi libre qu'un cardiologue de me désengager de la question des soins, la société ne le veut pas. Après, la société ne veut pas non plus que je sois trop engagé dans la question des soins, sinon j'attaque le droit des patients. C'est un positionnement complexe. Les seuls hôpitaux qui ont été condamnés, c'est pour défaut d'isolement et défaut de contention. Ce n'est pas pour isolement et contention abusif. Pour une partie des médecins, logique du soin et logique du droit des patients est donc contradictoire et pourrait amener à complexifier l'activité médicale en psychiatrie. Ces réactions, elles sont plus souvent le fait de craintes associées à la méconnaissance du contenu réel des directives anticipées qu'on a évoquées à l'instant. Pour les professionnels de santé qui n'ont pas encore mobilisé cet outil, l'angoisse est de le voir investi comme un outil au service du refus des soins. En effet, dans la littérature internationale et dans notre étude, on a pu noter des craintes relevant quant au caractère éventuellement subversif des DAP. Il est à noter que les différentes études mettent en évidence que les DAP ne sont pas utilisés par les usagers comme un outil justifiant le refus de soins. Dans tous les cas, les craintes peuvent concerner l'impossibilité des professionnels à donner une suite favorable aux souhaits des personnes. De façon pratique, les professionnels de santé peuvent craindre les éventuels effets négatifs de l'éventuelle impossibilité de suivre les souhaits des personnes. Un psychiatre des urgences évoquait ainsi le problème de la sectorisation, le fait du libre choix du médecin qui peut être contrarié par l'accord sur le secteur, et la tension dans l'impossibilité d'accéder à une demande de refus de traitement, par exemple. Dans tous les cas, ce que
permettre de voir notre étude, c'est que si le respect des souhaits des personnes n'est pas toujours possible, parce que par exemple l'activité du service ne permettait pas à un tenté de suivre la volonté de la personne, ce qui n'a pas pu être fait, et ce qui n'a pas pu être fait et ce qui pourrait se faire à l'avenir fera l'objet d'une discussion entre professionnels et usagers. Et c'est cette discussion qui paraît très intéressante. La littérature internationale relève une autre crainte des professionnels quant au déploiement des DAP, s'agissant des possibles interférences entre les DAP et les pratiques cliniques. Il s'agit aussi de la question de l'actualisation des DAP et de la possibilité offerte aux usagers de changer d'avis. C'est une question qui a occupé l'équipe, à savoir la durée de validité des DAP, la possibilité de les compléter, de revenir aux documents. Dans le prolongement de cette réflexion, la question de leur accessibilité est repérée dans la littérature. Les professionnels peuvent être inquiets de l'accessibilité. Comment savoir que les usagers ont rédigé des DAP? Comment y avoir accès? Dans les établissements partenaires de l'étude, la possibilité a été offerte de voir les DAP intégrés au dossier de patient informatisé. On a eu des discussions avec les DIM à ce propos pour que les items les plus consultés, comme l'onglet allergie, puissent intégrer les directives anticipées, donc c'est possible. S'ajoutent à ces questions des freins structurels liés au manque de temps disponible des professionnels de santé pour l'accompagnement à la rédaction des DAP. Ce manque de temps structurel, notamment dû à des files actives trop importantes par rapport au nombre de professionnels, peuvent contribuer à faire, comme cela nous a été rappelé par des professionnels, des DAP un luxe. Ce manque de temps structurel encourage donc à penser des alternatives aux soignants pour l'accompagnement à la rédaction des DAP et à bien penser l'accessibilité des DAP pour favoriser leur mise en œuvre. C'est un des apports de l'étude des AIP qui, en prenant acte de ce manque de temps, a proposé l'alternative de l'accompagnement par les pairs et l'inscription dans le dossier de patient informatisé. Le processus de rédaction des DAP est en outre un acte intime et qui doit être respecté comme tel. L'accompagnement à la rédaction suppose la mise en récit du trouble, de l'expérience de la maladie et de ses traitements. Et il s'agit donc de ne pas s'inscrire dans des rapports de pouvoir. La place du père aidant est tout indiquée à cet endroit-là. Par l'accompagnement à la rédaction en dehors de relations souvent asymétriques entre soignants et usagers, les personnes qu'on a rencontrées ont été en mesure de construire un récit authentique qu'ils peinent à avoir avec les professionnels de santé, voire parfois avec leur famille et leurs proches. Nombre de personnes ont d'ailleurs confié aux pères aidants ou aux chercheurs que leur récit de l'hôpital et de leurs troubles était inédit et qu'ils n'avaient, avec leur entourage ou avec un professionnel de santé, jamais eu la possibilité de s'exprimer avec autant de liberté. Pour maximiser les chances de rédaction, il est donc avantageux de proposer un accompagnement. Néanmoins, l'accompagnement à la rédaction n'est pas anodin et le risque est grand de voir les personnes influencées par les personnes qui les accompagnent, surtout lorsque la personne qui les accompagne est un soignant. Le risque est de voir les personnes ne pas s'autoriser à penser librement, ce qui contrevient au principe des DAP et qui risque d'annihiler l'effet préventif des DAP et de mettre en danger le devenir protecteur des DAP. Néanmoins, cette question de l'accompagnement et du rôle du facilitateur, elle n'est pas neutre. Il est ici question des juridictions professionnelles dans l'accompagnement aux directives. Qui est en charge de l'accompagnement des DAP? Avec qui sont-elles partagées? Dans ces débats, le périmètre de l'activité des métiers de la psychiatrie se confond parfois avec l'enjeu de proposer une psychiatrie respectueuse du choix des personnes. Du côté des usagers, les principaux freins au développement repérés dans la littérature sont en quelque sorte symétriques avec les risques énoncés par les professionnels. Les craintes des usagers convergent en une peur de l'attitude des professionnels de santé vis-à-vis de leur initiative à renseigner des directives. Cette crainte porte sur le fait d'avoir renseigné des directives et d'être en conséquence l'objet d'intimidation ou de représailles. Puisque nous sommes au ministère de la Santé et de la Prévention, et en réponse aux freins, risques et craintes énoncés précédemment, il est à noter des leviers et des opportunités dans le contexte actuel de la psychiatrie publique. Les DAP sont au seuil de leur mise en routine sur le territoire national, les signaux sont au vert, l'evidence-based medicine, et on va le rappeler juste après, permet de noter à quel point les DAP accompagnés par des pairs sont bénéfiques aux usagers et plus largement à la performance du système de santé. La mise en routine des DAP est préconisée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la HAS. Elle peut s'adosser à une législation qui est existante et avantageusement renforcer le rôle de la personne de confiance, qui pourrait par exemple être dépositaire des directives anticipées.
Ce déploiement des DAP que nous allons suivre prochainement doit garder ce qui fait la force des DAP, à savoir l'accompagnement par des pairs aidants dans une réflexion qui ne peut se faire que dans le cadre d'une relation de confiance et en marge des jeux de pouvoir de l'hôpital du pouvoir psychiatrique. Je vous remercie. Merci Fred. Donc, tu as déjà commencé à parler de la suite, c'est-à-dire des données françaises, en les mélangeant comme ça avec l'étude française sur laquelle on a déjà des données, donc, sur laquelle tu as travaillé pendant 2 ans, et puis les données internationales. Donc, je vais revenir un petit peu sur la situation française du côté de la littérature scientifique. Avec Elsa, on a parlé en introduction, sa revue de la littérature qui a aujourd'hui donc 10 ans. Et depuis cette revue de la littérature, il y a à peu près les 4 plus gros dispositifs qui ont été mis en place et qui sont réunis aujourd'hui pour parler de cette journée. Donc le plan souhaité, le plan SOS, donc d'Elsa, et puis le plan de crise conjoint, donc il y a Yvonne ici et Eric Fakra aussi derrière, mon GPS avec Ophélia, avec Céline, avec Aude et puis avec Olivier Cancel. Et puis les directives anticipées psychiatriques avec Fred, moi et puis d'autres personnes qui sont présentes. Donc tous ces dispositifs se sont développés et sont aujourd'hui tous portés par des recherches. Il y a des données qui sont en train d'être collectées et donc on commence à avoir un ensemble de dispositifs cohérents qui mixent tous à des degrés divers des directives anticipées et du plan de crise. Et ces dispositifs sont assez similaires dans le sens où ils permettent ce recueil par anticipation, cette aide à la décision, et puis la désignation de la personne de confiance, toute une dimension préventive, réflexive autour du maintien du bien-être, et puis des consignes pour l'entourage et pour les soignants. Comme Fred vous l'a dit, dans l'étude directive anticipée, donc qui est l'étude aujourd'hui sur laquelle on a les données définitives de la recherche, la spécificité, c'est le fait d'avoir impliqué des pairs aidants pour faciliter ces directives. Et cette facilitation par des pairs aidants, il faut savoir que c'était une première au niveau international, parce que ça n'avait jamais été testé. L'ancrage dans le droit, je pense qu'on y reviendra. Et puis, Fred, tu nous as dit ce risque d'influence et pourquoi est-ce que ce choix des médiateurs était important. On rappelle aussi le contexte. Je pense que Stéphanie l'a bien fait d'advocacy autour de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de l'importance de reconnaître mieux la personnalité juridique des personnes concernées. Donc, pour revenir sur cette étude, c'est une étude qui a eu lieu entre 2019 et 2021. Elle a impliqué 3 équipes de recherche, mais 7 hôpitaux psychiatriques. Et ce qui est, je trouve, assez important dans cette étude de comprendre, c'est que les 40 psychiatres qui ont participé à cette étude viennent de tous horizons différents. Il ne s'agit pas, pour le coup, contrairement au plan de crise conjoint, d'éduquer des équipes et puis de voir ce qu'elles donnent. C'est-à-dire les psychiatres, c'était du tout venant de toute orientation clinique, donc assez représentatif de la diversité aujourd'hui de la psychiatrie française. Et c'était les médiateurs qui étaient formés et qui venaient comme des tiers adressés par ces psychiatres, qui n'étaient pas non plus hostiles aux directives puisqu'ils participaient à l'étude. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de formation spécifique de cela. Donc c'est un petit peu une étude en vie réelle, une étude assez pragmatique de ce côté-là. Donc il y a eu 400 personnes qui ont été recrutées. Elles ont été recrutées aussi, identifiées parce qu'elles avaient de forts risques de rechute. Ça, c'est pour les besoins de l'essai randomisé. Et ces personnes ont été réparties de manière aléatoire dans 2 groupes. Le groupe directive anticipée, où elles étaient incitées à rencontrer un père aidant et incitées à remplir des directives anticipées psychiatriques. Et puis l'autre groupe était suivi comme d'habitude. Et au bout de 12 mois, on a pu constater une réduction très importante des hospitalisations sous contrainte, donc une réduction qui est supérieure à ce qu'on a vu dans la littérature, une réduction de plus d'1 tiers des hospitalisations sous contrainte à 12 mois, significative dans le groupe directive anticipé comparativement au groupe témoin. On a pu aussi mettre en évidence, donc c'est un effet supérieur à ce qui est vu dans la littérature, on a pu mettre aussi en évidence, contrairement aussi à ce qui existait dans la littérature, des effets très importants, des tailles d'effets importants sur l'évaluation du rétablissement, l'évaluation du pouvoir d'agir, et aussi une action significative sur les symptômes des personnes qui étaient entrées dans l'étude. Donc ces résultats, on a pu les publier dans une très bonne revue de psychiatrie, donc on est très contents. Et il y aura d'autres résultats, en particulier économiques, qui vont bientôt
bientôt être publié et qui montre que dans 100% des cas, ce qui est quand même vraiment hallucinant, la dépense, le fait de recruter des médiateurs est coût efficace. Donc c'est vraiment des bons résultats qui se confirment, et on va avoir plusieurs publications qui vont venir. Pour vous expliquer un petit peu, je ne sais pas si on rentre dans cette complexité-là, mais il ne suffit pas de proposer des directives pour qu'elles soient complétées. C'est un peu le problème aux États-Unis. Aux États-Unis, les directives, elles existent dans la loi, mais pour autant, les gens ne les passent pas. Nous, c'est pareil dans l'étude, en fait. Quand les personnes étaient attribuées à un groupe, elles n'étaient pas obligées, on ne leur mettait pas le couteau sous la gorge pour qu'elles remplissent des directives. Elles étaient incitées à le faire. Et on voit qu'il y a un certain nombre de personnes, quand même, c'est assez important, hein, comparativement. Ça montre l'intérêt des personnes pour cette proposition, quand même, parce qu'il y a à peu près 80% des personnes qui ont complété leur directive. Dans ces personnes qui ont complété leur directive, elles n'ont pas toutes fait appel au père aidant. C'était une proposition, ce n'était pas non plus un pack indissociable. Donc il y a des personnes qui les ont remplies toutes seules. Vous voyez qu'elles n'ont pas toutes rencontré les pères aidants. Ce qui est intéressant, c'est que celles qui ont rencontré les pères aidants, elles ont encore des meilleurs scores de rétablissement que celles qui n'ont pas rencontré les pères aidants. Je ne fais pas de corrélation, mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a, un résultat qu'on a identifié. Et puis après, une fois qu'on a rempli ces directives, avec ou sans père aidant, ce n'est pas parce qu'on les a remplies qu'on va les utiliser. Et on voit que toutes les personnes ne les ont pas forcément utilisées. Et puis enfin, ce n'est pas parce qu'on utilise ces directives que pour autant elles sont respectées par les équipes. Et tout ça, c'est tout un tas c'est une définition des niveaux d'action et des pistes et des marges d'amélioration qui existent. Puisqu'il faut agir à tous ces niveaux pour améliorer les choses. Donc nos résultats, ils sont ce qu'on appelle en intention de traiter. Ça veut dire que tout l'ensemble du groupe, qu'ils aient complété ou pas leur directive, a été analysé. Et de l'autre côté, dans le groupe témoin, il y a des personnes qui peuvent trouver des directives anticipées. Je veux dire, c'est des choses qui existent et qu'on peut trouver. Donc, toutes ces choses-là ont été analysées en intention de traiter, ce qui nous donne des résultats très robustes. Évidemment, si on sélectionne en pair protocole que les personnes qui ont rempli leur directive avec des pairs, on a des écarts qui sont encore beaucoup plus importants. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est aujourd'hui à un niveau où on commence à avoir des preuves assez robustes en France. On est aujourd'hui tous réunis pour commencer à penser, enfin les 4 dispositifs dont je vous ai parlé sont mis ensemble, comme le disait aussi Elsa, pour organiser cette journée, pour commencer à parler de diffusion. On pense qu'il y a un niveau de maturité scientifique qui est largement suffisant pour commencer à parler de diffusion et à rentrer dans le vif du sujet. On s'est dit que tous nos dispositifs ont peut-être des complémentarités, peut-être c'est plus intéressant de proposer plusieurs types de dispositifs que de réduire tout et de faire un seul choix. Et du coup, on a de manière conjointe proposé un projet de recherche qui a été accepté et qui va bientôt commencer pour analyser les différents leviers et les freins à la diffusion des différents outils dont nous faisons la promotion aujourd'hui. Je pense que cette journée, elle en fait partie, puisque les personnes qui écoutent ici en visio peuvent se lancer dans la démarche. Je pense que c'est quelque chose, voilà, il y a suffisamment de personnes ici pour les former, les accompagner dans le type de directive qu'elles auront choisi. Donc ça, c'est un premier pas de la diffusion. Dans les autres étapes de la diffusion, évidemment, la loi. Je pense que c'est quelque chose, le fait de parler de manière large de ces sujets, de l'autodétermination, ça fait vraiment partie des prochaines étapes. Et ce projet de recherche nous permettra d'en être là aujourd'hui. C'est vraiment cette étape politique publique. Et voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt pour les prochaines étapes. Bravo, merci. Restez parce qu'il va y avoir peut-être quelques questions-réponses. Merci infiniment pour votre extrêmement belle intervention, revue de littérature, données scientifiques, votre belle étude, effectivement, qui confirme effectivement l'intérêt de ce type d'outils, mesures d'anticipation en psychiatrie. Aude, je vous vois déjà lever la main. Donc effectivement, on a encore 10 minutes avant la pause pour quelques questions-réponses. Donc Aude Caria, directrice de Psycom. Merci, j'ai une voix forte. Merci Ophélia, merci à tous
les organisateurs et toutes les organisatrices pour cette journée d'une vraiment très très grande qualité. Même si je connais pas mal le sujet, je trouve que d'avoir ce panorama est vraiment très, très enrichissant. Alors moi, à l'écoute de tout ce qui est fait, se basant aussi sur l'expérience qu'on a avec l'association Prism et Psycom du développement de Mon GPS, je regardais hier, le document Mon GPS est disponible sur le site en téléchargement gratuit. On a voulu que ça soit effectivement très accessible. Il a été téléchargé plus de 4000 fois depuis sa mise en ligne. Et c'est sans compter sur le fait qu'il est reprographié de manière autonome par les services. Alors moi, je voulais juste pointer un paradoxe. C'est que, voilà, on a vu que les textes internationaux et nationaux sont promoteurs des mesures anticipatrices en psychiatrie. Les patients sont favorables à ça quand on leur demande leur avis. Les études montrent une réduction des hospitalisations sans consentement, des mesures de contrainte, d'isolement et des coûts des soins, nous a laissé entrevoir Aurélie. Une augmentation massive du respect des droits des personnes. Et dans les obstacles, on constate un des obstacles qui a été pointé par Frédéric Mougeot, c'était que les directives anticipées sont difficiles à mettre en place par manque de temps des équipes, des experts. Mais on sait aussi que les hospitalisations sans consentement sont les plus consommatrices de temps, de ressources humaines, d'énergie et les plus productrices de non-respect des droits. Donc, on est au cœur du paradoxe, là. C'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet de réduire les hospitalisations sans consentement, d'augmenter le respect des droits, de diminuer potentiellement le coût des soins, et un obstacle qui est le fait qu'il y a trop d'hospitalisations sans consentement. Donc, je ne sais pas, enfin, c'est simple, non ? Voilà. Tu as tout dit. Donc, à quand une diffusion large pour sortir ? Enfin, ça permettrait effectivement une loi. Moi, je soutiens des deux mains une loi pour... Alors, je ne sais pas s'il faut forcément passer par l'obligation, et ça, on va en discuter tout au long de la journée. Mais déjà, faire la preuve de l'efficacité, c'est un pas énorme. Et on a un outil pour sortir potentiellement un outil possible pour sortir de la crise de la psychiatrie et augmenter le respect des droits des usagers. Donc, on y va. Carrément. En plus, le ministère s'appelle maintenant le ministère de la prévention. Voilà. Donc, c'est aussi un signe, à mon avis, positif dans ce sens. On sait que les soignants ont tendance à être sur le curatif et moins sur le préventif. Alors, une autre question, oui. C'est une question / remarque. Je m'appelle Lee-Antoine et j'étais père aidant qui facilitait la rédaction des DAP sur Lyon. Et en fait, il y a ce truc de opposer. Est-ce qu'on oppose finalement les autres plans de rétablissement, etc., directives ? Et il y a un début de non, et c'est un peu l'idée que ce soit complémentaire, mais s'il y a du plan de rétablissement à l'intérieur, enfin du plan de crise à l'intérieur des plans de rétablissement, ça donne quoi finalement ? Ça, c'est vraiment l'enjeu de la table ronde. Je pense que dans la table ronde, on va rentrer là-dedans, dans toutes ces différences, complémentarités, finalement, qu'est-ce que ça cache ? Et là, je crois que c'est vraiment... garde ta question pour après la table ronde. J'espère que tu auras beaucoup d'infos. Une dernière question de la salle. Merci. Claudine Carinti, UNAFAM. Donc, moi, je voudrais redire à quel point il est important qu'il y ait une diversité des plans. Et quand vous avez signalé qu'il y en avait plusieurs qui existent, je pense que ce que j'entends du côté des personnes concernées, c'est que justement, il puisse y avoir des nuances, ils puissent les mettre, et que quand on regarde tous les plans, il y a des nuances dans ces plans. Ils ne sont pas les mêmes, même s'ils ont des éléments communs. Et garder cette diversité, y compris la possibilité de pouvoir faire un plan préparé sans que ce soit reconnu sur un site de notre ami Google, je pense que ça doit rester
et c'est la liberté des gens. Et je pense qu'il faut vraiment que vous, dans les tables rondes, on puisse travailler ça pour qu'il y ait une vraie liberté des personnes. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment notre volonté, c'est de pouvoir faire valoir. Il n'y a pas un seul modèle qui conviendra à tout le monde. Et peut-être que dans certains pays qui ont été trop directifs dans leur législation sur un type, pour privilégier un type par rapport à un autre, c'est peut-être pour ça aussi que le taux de pénétration ou l'accessibilité des directives n'est pas si importante. Donc oui, je crois que c'est vraiment important de continuer avec cette diversité. De toute façon, voilà, on a vu, il y a un outil qui est en ligne. Et de toute façon, là, tous les hôpitaux ne vont pas recruter des pères aidants. Il va y avoir tout un tas d'enjeux très concrets auxquels cette diversité peut répondre pour que toutes les personnes y aient accès. Donc oui, tout à fait, c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Donc, merci. Donc moi, là, je suis le chat en direct. Donc on a beaucoup de réactions actuellement à votre présentation. D'abord une observation. Il y a Françoise qui explique travailler dans une pension de famille. Et voilà, c'est plus une remarque de dire que c'est important aussi d'intégrer toutes ces personnes-là qui sont à l'extérieur aussi au parcours de soins de la personne et justement de penser à les intégrer aussi dans cette idée de la diffusion des directives anticipées psychiatriques avec l'accord des personnes concernées, bien sûr. Il y a une revue de la littérature sur le travail social. Il y a une revue de la littérature, justement, donc je n'ai pas parlé parce qu'elle était trop spécifique, il y a déjà beaucoup de matière, mais sur le travail social et directives anticipées qui reprend exactement ces enjeux. Et c'est vrai que dans notre modèle, on avait intégré aussi tout ce qui est le code d'action sociale et des familles spécifiques pour l'hébergement. C'est des questions qui sont très importantes. Et une autre question sur la façon dont vous évaluez le rétablissement, parce que vous avez parlé de score pendant la présentation, et il y avait une question autour de ça. Alors, l'évaluation du rétablissement, donc, après chaque rétablissement est personnel, c'est des outils qui, si vous les remplissez vous-même, ça ne va pas vous dire grand-chose sur où vous en êtes du rétablissement. Enfin, ces outils-là, ils ont surtout un intérêt dans la recherche. Il y a des échelles qui sont validées. Nous, on a utilisé la RAS, la Recovery Assessment Scale. C'est un outil avec 20 différentes questions. Et ça nous permet, à l'échelle d'une population, de voir une variation qui est liée au rétablissement. C'est des outils qui sont très validés et qui sont, dont on a prouvé qu'ils arrivaient à capturer quelque chose de l'ordre de l'amélioration du rétablissement. On a utilisé que des outils qui sont validés, des échelles, c'est des thermomètres, quoi. Qui sont assez bien gradués, tout ça. Il y a eu toute une enquête là-dessus. Mais après, si la personne elle veut savoir où elle en est de son rétablissement, je pense que c'est assez décevant de le faire passer. Mais c'est des choses qu'on peut trouver en ligne assez facilement. Merci. D'autres questions en visio? Si, du coup, j'ai un petit peu de temps. On a 2 minutes. 2 minutes. On est parfait au niveau du timing. Alors, il y a beaucoup de remarques sur l'implication des médiateurs de santé pairs et sur la nécessité de leur présence et leur importance. Mais il est aussi précisé que malgré tout, l'importance pour la formation des professionnels de santé, c'est beaucoup revenu dans le chat, que c'est quand même nécessaire, même s'ils ne sont pas impliqués dans la rédaction, que les professionnels de santé puissent être formés à la question des directives anticipées psychiatriques. Pareil, sur cette question des médiateurs de santé pairs, on y reviendra après aussi, mais il y a certains établissements qui expliquent que, comme ils ont voulu baser le développement des directives anticipées sur la présence des médiateurs en santé et qu'ils ont des difficultés pour recruter et pour intégrer les médiateurs en santé dans leur établissement, que du coup ça a freiné aussi le développement des DAP. Donc je pense que ça rejoint ce que vous disiez exactement sur la nécessité d'une diversité, et que bien sûr que l'idée c'est pas, je pense, de limiter la diffusion, même si on n'a pas de médiateurs en santé, c'est malgré tout intéressant, je pense qu'on est d'accord là-dessus, de développer les directives anticipées. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Yvonne.
Donc, très bien. Bah, écoutez, merci, bravo encore. Bravo à l'équipe de Marseille, Lyon et Paris.